Des légendes de prédateurs assoiffés de sang, sortis de leurs tombeaux pour s'en prendre aux vivants, ont été retrouvées dans des cultures aussi lointaines que celles de l'Égypte antique. Les vampires, décrits dans le folklore comme des êtres immortels qui se nourrissent du sang des innocents, peuvent être chassés avec un simple crucifix et ne peuvent être tués que par l'exposition au soleil ou par un pieu enfoncé dans le cœur. Depuis la fin du siècle dernier, Dracula, le grand roman classique de Bram Stoker, a non seulement généré un nombre étonnant d'imitations, mais aussi une contre-culture complexe de disciples assidus qui s'échangent mutuellement leur sang pour ensuite le boire. Aujourd'hui, des fanatiques perpétuent une nouvelle culture vampirique qu'ils ont eux-mêmes créée. Cet homme prétend que sa famille l'a initié à une secte secrète de vampires. Il boit du sang depuis l'âge de 12 ans. Un couple du Minnesota croit que Vlad l'Empaleur, le Dracula historique roumain, communique avec eux quotidiennement. Une Californienne s'est elle-même créée une identité vampirique en buvant du sang, en dormant dans un cercueil et en conduisant un corbillard. Cette fascination pour les vampires n'est-elle que le simple reflet du désir d'immortalité qui sommeille en chacun de nous? Ou est-ce plutôt une sorte d'exploration des pulsions obscures de l'âme humaine que nous préférons généralement garder voilées et inexpliquées? Le Fang Club de Beverly Hills en Californie n'est pas qu'un simple bar où les gens s'habillent de façon marginale. C'est aussi un lieu de réunion des amateurs de fétiches vampiriques. Les clients aiment se costumer, porter des crocs artificiels et jouer des rôles de vampires. Parmi les centaines d'habitués qui fréquentent l'endroit, il y a une vingtaine d'individus, dont Nicholas Strachlock, qui sont convaincus d'être de véritables vampires. Les autres sont de simples mortels. C'est un monde fantastique où on peut vraiment oublier ses inhibitions. On a la liberté de se laisser aller à être ce qu'on est réellement et de s'exprimer librement sans craindre de répercussions négatives. Les gens viennent ici en sachant qu'ils verront des vampires. Et c'est exactement ce que nous sommes. Personnage respecté au sein de la communauté, Nicolas travaille comme administrateur et s'implique comme mentor de ce qu'il appelle la spiritualité vampirique. Une sorte de catéchisme de croyance qui maintient que les vampires sont en réalité des dieux vivants. Selon Strachlock, la religion vampirique, avec ses présumés dieux faits uniquement d'énergie psychique, est à la recherche d'hôtes mortels qui sont prédisposés à être habités de l'âme d'un vampire. Un de nos anciens s'introduit dans le corps de l'hôte et il y crée un état de mutation permanente ou une sorte d'état d'être qui se transformera en vampire. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis mort à l'âge de 5 ans. D'après son récit, en 1958, au cours d'une sortie familiale dans le Pays de Galles, Nicholas Strachlock a été prononcé mort durant plus de 20 minutes après un accident de baignade. Après avoir été réanimé, j'ai découvert que j'avais le pouvoir d'entendre ce que les gens pensaient et d'être totalement empathique avec leur état d'âme. J'étais capable de terminer leurs phrases avant qu'ils ne le fassent. C'était troublant parce que j'étais encore un enfant et je croyais que tout le monde pouvait en faire autant. Après l'accident, Nicolas passe les 7 années suivantes à étudier les sciences occultes et à parfaire ses pouvoirs psychiques et curatifs. Il en vient rapidement à croire que son corps est habité par l'esprit d'un dieu vampire. Puis à l'âge de 12 ans, il est initié au clan familial, l'Ordre du Dragon. C'était essentiellement un rituel célébré par le sang. Les gens parlaient de nourriture et des façons d'acquérir les forces de nos semblables. Ce sont des rituels qui sont pratiqués dans ma famille depuis des générations. Debout, au milieu d'un cercle de pierre dans la campagne du Pays de Galles, Nicolas jure allégeance à l'Ordre du Dragon. C'était un véritable rituel d'initiation vampirique. Ils ont versé du sang dans un calice et j'ai bu ce sang. Cela cimentait notre union. Et depuis ce temps, je travaille activement à former des vampires. Plus tard, Nicolas s'établit à Los Angeles où il fonde le temple vampirique. Nous croyons que les églises des grandes religions ont été fondées par des vampires d'une forme quelconque.
et qu'elles ont été créées pour empêcher les humains de se rebeller contre nos volontés, pour les garder soumis et toujours prêts à répondre aux désirs de Dieu. Et puisque nous étions les dieux de l'humanité, nous devions protéger nos intérêts dans les affaires humaines. Voici à quoi ressemble un authentique rituel vampirique, une pratique qui risque de troubler certains de nos téléspectateurs. Nicolas et quelques autres présumés vampires boivent le sang de donneurs consentants. Nicolas habite d'ailleurs avec un homme qu'il appelle son donneur personnel. Il boit son sang à toutes les 2 semaines. C'est un partage d'amour et d'unité, un peu comme une communion entre moi et un autre être humain. C'est le sang de la vie et c'est en même temps un échange spirituel, un échange de nos âmes. Pour moi, c'est une très belle communion et cela me donne la nourriture dont j'ai besoin. Cela me rapproche également de mon partenaire. Cependant, même s'ils boivent du sang et portent des vêtements gothiques, ces vampires modernes ont très peu en commun avec les vampires de la culture populaire que l'on retrouve au cinéma ou dans la littérature d'horreur. Les rayons du soleil ne les tuent pas, et ils peuvent voir leur propre reflet dans les miroirs. Plusieurs portent même des crucifix, et ils n'ont aucune crainte de l'ail. Guy travaille dans un restaurant italien, et il est entouré d'ail toute la journée. Je peux même goûter cet ail. Nous ne sommes pas du tout allergiques à l'ail, mais le goût est plutôt désagréable. Physiquement, nous ne sommes pas immortels. Si vous faites feu sur moi, je vais mourir. Et un pieu dans le cœur, ça tuerait n'importe qui. Cette sous-culture vampirique a attiré des milliers d'adeptes aux États-Unis. À lui seul, le Fan Club de Beverly Hills attire des centaines de buveurs de sang, de fanatiques et de sympathisants de la contre-culture qui viennent chaque semaine y célébrer leur passion commune. Mais qu'est-ce qui pousse tous ces gens vers une culture que plusieurs trouvent terrifiante et même très souvent totalement répugnante? Vers un rituel dont les gestes prédateurs de succion du sang d'un partenaire sont non seulement encouragés, mais célébrés. Vers une religion où des dieux immortels et visiblement amoraux hantent la terre tout entière. Si on prend des éléments du Dracula d'autrefois, avec ses éléments de sexualité et d'immortalité, et qu'on les ajoute aux angoisses extrêmes de la vie urbaine, à celles de la qualité du sang et aux angoisses économiques d'aujourd'hui, on se retrouve avec une sous-culture tout à fait nouvelle. Une sous-culture qui est tout aussi forte et solide que la sous-culture beatnik des années 50 ou la sous-culture hippie des années 60 et début 70. Le vampire offre une image qui permet l'expression d'angoisse contemporaine et de divers fantasmes. Il y a un désir inconscient très puissant que nous projetons tous, selon moi, sur les vampires. Un désir d'immortalité et de puissance. Des pouvoirs que nous cherchons tous. Le plus excitant lorsqu'on est vampire, c'est quand on réalise qu'on n'est plus limité par les mœurs sociales et par les grands principes que les gens voudraient nous imposer. On devient libre de faire ce qu'on veut, quand on veut. Ce désir de se libérer des contraintes sociales définit pratiquement toutes les sous-cultures. Ce qui est le plus inusité au Fan Club, c'est qu'on y accepte couramment cette pratique exceptionnelle des buveurs de sang. Une série d'émotions et de symboles très puissants entoure le sang. La culture vampirique puise librement parmi ces émotions et ces symboles. On y retrouve beaucoup d'adeptes qui ont une grande fascination pour le sang, et plusieurs qui voudraient vraiment être de véritables vampires, et avoir la puissance et le magnétisme qu'on attribue fréquemment aux vampires. Des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour s'adapter à un style de vie vampirique. Nicholas Stratchlock prétend que le vampirisme, avec cette pratique de boire le sang, n'est pas qu'un simple choix de mode de vie. Pour lui, il s'agit également d'une religion, d'un système de croyances et d'une communauté précise. En dépit de la nature prédatrice de ce rituel des buveurs de sang, ou peut-être à cause de ce rituel, il se dit intoxiqué par le vampirisme.
Ça me permet de découvrir toutes les choses qui sont interdites, ainsi que le côté obscur de mon être et de mes désirs cachés. De réaliser ces fantasmes avec d'autres, d'être le rêve de certaines personnes et le cauchemar d'autres personnes. Revenons maintenant à l'histoire de ce conte fictif qui a ouvert ce tombeau d'horreur et de fantasmes vampiriques, Dracula. Le conte Dracula, grand vampire de la littérature de fiction, occupe depuis longtemps une place de choix au panthéon des fantômes de l'Halloween et des esprits maléfiques. Ses yeux sont rouges, ses dents pointues. Son teint est aussi pâle que celui d'un fantôme et son haleine est infecte. Il peut apparaître à travers le brouillard ou des rayons de lune, et pourtant il peut être repoussé par un simple crucifix. Plus troublant encore, pour demeurer immortel, il doit boire le sang de victimes innocentes. Mais qu'est-ce qui rend Dracula, cet être moitié humain, moitié monstre, aussi séduisant aux yeux de certains? Est-ce là le reflet de quelque chose en nous que nos propres miroirs refusent de nous montrer? Dracula, le chef-d'œuvre de Bram Stoker, écrit en 1897, a été traduit en une dizaine de langues et sa publication n'a jamais été interrompue depuis 100 ans. Et cela pour des raisons évidentes. L'histoire tire sa force exceptionnelle de mythes vampiriques particulièrement troublants. L'histoire de Dracula se déroule à travers les pages d'un journal personnel. Elle commence par le récit d'un avocat britannique nommé Jonathan Harker qui, parti de Londres, se dirige vers la Transylvanie pour y rencontrer un client très étrange, le comte Dracula. Harker doit rencontrer Dracula pour finaliser avec lui l'achat d'un manoir à Londres. Le nom Transylvanie signifie le pays au-delà de la forêt. Mais en réalité, pour vous et moi, cela signifie plutôt le pays au-delà des nuages. Une contrée mystérieuse d'où personne ne revient vivant, comme diraient certains. C'est un endroit où personne n'est jamais allé. Un endroit inconnu et étrange, où tout est possible, incluant les fantômes, les vampires, les loups-garous et autres personnages du même genre. Jonathan Harker arrive au château de Dracula et il y rencontre son hôte, le comte lui-même. Et tout de suite, il réalise qu'il y a quelque chose d'étrange chez Dracula. Il note alors ses impressions dans son journal. Il ne s'est pas avancé pour me rencontrer. Il est demeuré là comme une statue, comme s'il avait été figé dans la pierre. Mais aussitôt que j'ai eu passé le seuil de sa porte, il s'est approché de moi impulsivement et il a tendu la main pour serrer la mienne avec une telle force que j'en ai grimacé de douleur. Un effet qui a été amplifié par le fait que sa main était d'une froideur glaciale. On aurait dit la main d'un mort plutôt que celle d'un être vivant. L'écrivain Bram Stoker a fait des recherches rigoureuses pour l'écriture de son roman. La description de la première rencontre entre Harker et Dracula provient directement du vieux folklore transylvanien. Selon les légendes, les vampires ne pouvaient pas approcher ou attaquer une victime avant qu'elle n'ait elle-même invité le monstre. Mais une fois chez sa victime, le vampire trouve toute sa force diabolique, une force que l'avocat londonien ignore encore malheureusement. Jonathan Harker est en réalité une victime de sa propre ignorance. S'il avait été familier avec le folklore de l'Europe de l'Est et de la Transylvanie, son sort aurait certainement été différent. Il aurait probablement su comment chasser le vampire. À mesure que Harker prend conscience de sa situation, il réalise lentement qu'il est maintenant prisonnier dans le château du comte Dracula. Il sent que sa mort est imminente lorsque, soudain, l'une des servantes de Dracula s'approche de lui. Elle était d'une volupté flagrante. Elle était à la fois excitante et répugnante. Lorsqu'elle m'a présenté sa gorge, elle s'est léché les lèvres comme l'aurait fait un animal. Puis, sous les rayons de la lune, je pus ensuite voir ses lèvres humides et sa langue s'illuminer d'un rouge vif, alors qu'elle léchait ses longues dents blanches et pointues. Elle a baissé la tête vers moi, j'ai alors fermé les yeux pour m'abandonner à cette extase langoureuse et j'ai attendu.
Mais Dracula arrive soudainement pour mettre fin à l'interlude clandestin, chassant les femmes dans un échange qui, dans une perspective victorienne, avait certainement été riche d'implications érotiques homosexuelles. Dracula se tourne alors vers ses servantes et leur dit « Cet homme est à moi ». Je crois que le trait le plus fort de Dracula est sa sexualité. Bram Stoker traitait d'un sujet érotique qui transmettait et recevait différents pouvoirs au cours de l'acte sexuel. Et il a construit une histoire fabuleuse autour de ce thème, avec divers éléments d'horreur, de douleur et de souffrance. Ces éléments sont explorés plus à fond dans une rencontre subséquente entre Dracula, qui est maintenant à Londres, et Mina, la fiancée de Harker. Apparaissant au chevet de Mina, Dracula s'attaque à la gorge de la jeune femme, perçant la peau de ses dents et buvant ensuite le sang de la victime. Puis il la force à commettre un acte qui fera d'elle un vampire à jamais. Elle nous raconte. Avec ses ongles pointus et longs, il s'est ouvert une veine sur la poitrine. Puis lorsque le sang s'est mis à couler, il a pris mes mains dans la sienne en les serrant fermement. Et de l'autre main, il m'a prise par le cou et il m'a poussé la tête sur la blessure. Je n'avais d'autre choix que de boire le sang pour ne pas suffoquer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dracula venait ainsi d'entamer le procédé de transformation de Mina en vampire, en la forçant à boire son sang surnaturel. Avec cette métaphore, Dracula et Mina venaient d'illustrer un acte sexuel interdit à l'époque victorienne. Le caractère sexuel du roman n'est pas la seule raison du succès de Dracula. Le mythe du vampire touche une corde encore plus sensible. Dracula venait ainsi d'entamer le procédé de transformation de Mina en vampire, en la forçant à boire son sang surnaturel. Avec cette métaphore, Dracula et Mina venaient d'illustrer un acte sexuel interdit à l'époque victorienne. Le caractère sexuel du roman n'est pas la seule raison du succès de Dracula. Le mythe du vampire touche une corde encore plus sensible. Mais pourquoi les thèmes du démon, de la puissance, de la sexualité et de la mort ont-ils fait de Dracula une œuvre classique de la littérature? La légende est immortelle parce que tant qu'il y aura des êtres humains sur la terre, il y aura ce désir d'immortalité physique et de jeunesse éternelle. Le conte Dracula, le vampire, illustre bien ce que Carl Jung appelait le côté obscur de l'esprit. Parce qu'il y a toujours une moitié de l'esprit humain qui réside dans l'obscurité. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette moitié, mais on commence lentement à la décortiquer et à la désacraliser. Les tabous sont disparus et nous osons de plus en plus nous interroger sur ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ainsi. À l'opposé de cette vie après la mort que proposent la plupart des religions, le vampirisme offre l'immortalité physique ici même, sur la Terre. Ce désir qu'ont les vampires de vivre éternellement reflète bien cette obsession contemporaine de vouloir éviter les catastrophes, la salmonelle ou les empoisonnements alimentaires. Ce désir de demeurer en vie éternellement est une sorte de version moderne du mythe du vampire. La morale du Dracula de Bram Stoker est très claire. Il ne faut pas succomber à la séduction du démon et lui abandonner son âme. Finalement, si on invite ce démon chez soi, c'est excitant durant un moment, puis viennent ensuite les conséquences plus graves. D'une certaine façon, c'est tout simplement la façon dont le démon se manifeste dans nos vies. Voyons maintenant comment le mythe envoûtant du vampire s'est incarné dans la personne d'un tyran romain du XVe siècle, un homme dont la vie a servi de modèle au Dracula des œuvres de fiction. La Transylvanie, une province de la Roumanie moderne divisée par les montagnes des Carpates, est aussi mystérieuse et romantique aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1890,
alors que Bram Stoker y faisait ses recherches pour son roman Dracula. Tout ce qu'on lit dans le roman et qu'on voit dans les films, l'ail, le crucifix et tous ces détails, proviennent directement du folklore authentique de la Transylvanie. Stoker n'a rien inventé. C'est ce qui est intéressant dans cet ouvrage. On croit souvent que le récit est le fruit de l'imagination d'un Irlandais nommé Stoker, mais en réalité, il n'a rien vraiment inventé de nouveau. Depuis longtemps, la Transylvanie est perçue comme étant à la croisée des chemins de toutes les superstitions qui existent dans le monde. Mais elle est aussi l'endroit où a régné un des dictateurs les plus cruels de tous les temps. Vlad Dracula était un tyran du XVe siècle qui luttait pour empêcher que l'Empire turc n'envahisse l'Europe chrétienne. Et il a servi de modèle au Dracula de Stoker. Vlad Tepes Dracula est né en Transylvanie en 1431. En roumain, le nom Dracula signifie « fils du dragon » ou encore « fils du démon ». Lorsque le père de Vlad devient maître de la Valachie, une province juste au sud de la Transylvanie et au nord de l'Empire turc, Vlad va d'abord vivre au palais durant un certain temps. Puis, comme forme de traité de paix, son frère et lui vont ensuite vivre avec le sultan de Turquie. Il ne parlait pas le turc. Il était roumain et chrétien, et les Turcs étaient musulmans. Cela a donc été une période difficile et traumatisante pour Vlad, qui n'était encore qu'un enfant à l'époque. Vlad devient ensuite fasciné par la cruauté turque. Il est spécialement intéressé par une technique de torture qu'on appelle l'empalement. Un procédé au cours duquel on enfonce un long pieu à travers le corps d'une victime pour ensuite le planter dans le sol. Cette méthode de torture, une sorte de supplice d'embrochage, est similaire à la crucifixion. La victime y meurt lentement en perdant tout son sang. Le long pieu était enfoncé de façon à éviter les organes vitaux. Le but était de laisser la victime vivre ainsi encore un moment, embrochée sur ce grand piquet pointu. Vlad Dracula et Radu, son frère cadet, sont libérés par le sultan après que des nobles roumains aient présumément assassiné leur père et un frère aîné. Vlad accède au trône en 1456 et très rapidement, il met en pratique les leçons apprises en Turquie, recevant ainsi le titre peu enviable de Vlad l'Empaleur. Au cours des premières années, il ne dit rien à ceux qui ont participé à l'assassinat de son père et de son frère. Puis, un jour de Pâques, peut-être en 1459, il invite les nobles en question pour un festin pascal à Târgoviște, qu'il avait fait cerner par de nombreux soldats. Après les avoir gavés de nourriture et d'alcool, Vlad fait empaler les enfants et les femmes, puis les aînés, parce qu'ils ne lui sont d'aucune utilité. Il conduit ensuite les autres de force de Târgoviște, la capitale, jusqu'à Poinar, son château. Et là, il les oblige à reconstruire son château qui était sur la colline. Satisfait de sa vengeance sur les nobles, Vlad oriente alors sa colère vers les Turcs. Pour les empêcher de saccager et de piller la Valachie, Vlad et ses soldats se rendent jusque dans les territoires turcs pour en ressortir aussitôt après avoir tué et incendié tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage. Sous plusieurs aspects, tous ces incendies constituaient une politique astucieuse. En détruisant les récoltes, les abris et les maisons, il obligeait l'armée turque à demeurer le ventre vide. À cette époque-là, la logistique militaire n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les soldats dépendaient des ressources de la terre pour vivre. Sans nourriture, il devenait impossible pour l'armée turque d'entreprendre une invasion du territoire roumain. Mais Dracula réalise qu'il n'a fait que retarder l'armée du sultan. Il ne l'a pas encore arrêtée. Alors qu'il se prépare à repousser l'invasion, il ordonne ensuite qu'on empale un nombre incroyable de prisonniers turcs. Après des mois d'efforts d'un nombre imposant de ces hommes, Vlad a littéralement créé une forêt de prisonniers empalés sur des piquets.
même qu'il adorait prendre ses repas au milieu de tous ces cadavres. Et pourtant, l'odeur infecte de tous ces corps qui pourrissaient, parfois depuis des semaines, devait être tout simplement intolérable. C'est ainsi qu'il a accueilli le sultan sur son territoire. Le Turc racontera plus tard qu'il ne pouvait rien faire devant tant de cruauté, et il a tout simplement retiré ses troupes. À sa façon, Vlad tenait la victoire. Il a alors ordonné à ses nobles de pourchasser le sultan pour aller l'achever. Mais les nobles se rangent plutôt du côté de Radu, le frère de Vlad. Dracula perd ainsi sa couronne et on l'emprisonne. Même en prison, Vlad n'abandonne pas ses mauvaises habitudes. Mais il n'y a évidemment personne à empaler en prison. Il s'amuse donc à capturer des souris, à les torturer et à les empaler. Il soudoie même ses geôliers pour qu'ils lui apportent des oiseaux vivants achetés au marché. Vlad s'amuse alors à les déplumer pour ensuite les voir courir, désorientés, dans sa cellule. Puis, lorsque les oiseaux sont fatigués, il les empale sur de petits pieux. Il avait littéralement une sorte d'obsession pour l'empalement. Plusieurs années plus tard, Vlad récupère brièvement le trône de la Valachie pour finalement mourir au cours d'une bataille contre les Turcs. Comment peut-on relier le Dracula de l'histoire roumaine au vampire surnaturel du roman de Bram Stoker? Est-ce que le Dracula historique était aussi diabolique que celui de Stoker? Il y a deux écoles de pensée parmi les historiens roumains au sujet de Vlad Dracula. D'un côté, on croit que, quels qu'aient été ses motifs, il n'aurait jamais dû utiliser l'empalement sur une aussi grande échelle. Et de l'autre côté, on prétend que les gestes de Vlad avaient été justifiés par ses politiques, qu'il y avait des motifs rationnels pour justifier sa cruauté et sa férocité, des motifs politiques. Psychopathe ou pragmatique amoral, les procédés de Vlad Dracula n'en sont pas moins répugnants. Il tuait des gens de son propre peuple, de simples paysans roumains qui vivaient de ce côté du Danube pour une simple raison. En brûlant tout, il ne voulait pas que les soldats turcs puissent regarnir leurs provisions chez ces paysans. Et la manœuvre fonctionnait. Vlad Dracula, comme son alter ego fictif, était non seulement obsédé par le pouvoir, mais aussi par sa soif de sang. Certains ont même raconté qu'il aimait boire du sang. Il emplissait des bols du sang de ses victimes et y trempait ensuite des morceaux de pain qu'il mangeait. Une diète riche en protéines. Contrairement à l'immortel Dracula de Stoker, Vlad Dracula meurt d'une mort naturelle aux mains des Turcs. Mais le mystère entourant Vlad l'Empaleur demeure troublant encore aujourd'hui. Durant des siècles, on a cru que ses restes avaient été conservés dans un monastère au nord de Bucarest. Mais en 1931, lorsqu'on ouvre son tombeau, on découvre qu'il est vide. La fascination pour le Dracula de l'histoire roumaine est si puissante qu'aujourd'hui certains prétendent pouvoir communiquer avec l'esprit du grand guerrier du XVe siècle. Voyons maintenant l'histoire d'un couple du Minnesota qui prétend habiter avec Vlad l'Empaleur depuis des années. Voyons maintenant l'histoire d'un couple du Minnesota qui prétend habiter avec Vlad l'Empaleur depuis des années. L'esprit du Dracula historique et le mythe du vampire auquel il est désormais relié à jamais par le roman de Stoker sont toujours vivants dans le cœur des férus d'histoire et des amateurs de sciences occultes. Mais pour ce couple, Vlad est bien vivant et il habite avec eux dans une banlieue de Minneapolis. Kathy et Dale McKinley prétendent qu'ils sont parvenus à entrer en contact avec l'esprit de Vlad Dracula. Kathy a grandi en étant fascinée par les sciences occultes, les films de monstres, et plus particulièrement par l'interprétation de Bela Lugosi du conte Dracula. À l'école secondaire, mon professeur s'amusait à m'appeler Morticia. Et depuis, j'ai toujours été perçue comme une sorte de fanatique de Dracula. Kathy croit également qu'elle est douée de pouvoirs psychiques.
Je pouvais sentir quand certains événements étaient sur le point de se produire. Je savais ce qui allait arriver. J'avais même parfois des visions et très souvent je savais quand quelqu'un allait mourir parce que je pouvais sentir des nausées soudaines sans aucune raison. Kathy ressent une connexion psychique immédiate avec Vlad l'Empaleur, le personnage historique, en voyant son portrait dans un quotidien. Je voulais connaître Vlad et chaque fois que j'ai voulu rencontrer quelqu'un au cours de ma vie, je suis parvenue à rencontrer cette personne. J'ai donc poursuivi mes méditations. Je n'ai pas channelé Vlad, mais j'ai ressenti une sorte de connexion et j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de quelqu'un que je rencontrerai un jour, sur cette terre ou dans l'au-delà. J'ai clairement senti cette connexion. Kathy suit ensuite des cours de channeling, un procédé par lequel l'esprit d'une personne décédée parvient supposément à s'exprimer à travers une personne vivante. En 1986, Kathy rencontre Dale McKinley à un festival d'amateurs de Dark Shadow, une émission de télévision qui traite de vampirisme. Dale est un fanatique de l'émission, mais pas vraiment un adepte des histoires de vampires. À l'époque, il n'a jamais entendu parler de Vlad l'Empaleur. Mais il est rapidement fasciné par l'enthousiasme de Kathy et sa passion pour les sciences occultes. Quelques années plus tard, les deux se marient et ils s'installent dans l'est du Minnesota, où Kathy poursuit l'initiation de Dale au mysticisme en lui enseignant comment utiliser le Ouija. Nous avons tenté de contacter des membres de sa famille qui étaient décédés pour essayer de savoir si nous pouvions réellement entrer en contact avec eux. J'ai toujours été intéressé par les phénomènes paranormaux, et là j'avais la chance de vraiment approfondir la question. Le couple prétend que lorsqu'il a essayé de contacter l'objet de la longue fascination de Kathy, le channeling a fonctionné. Soudainement, j'ai commencé à entendre des messages qui pénétraient mon esprit avant qu'ils n'atteignent le Ouija. Au début, Kathy refuse de croire qu'elle est vraiment parvenue à entrer en contact avec Vlad l'Empaleur, le légendaire Dracula. Mais elle poursuit sa méditation et elle l'appelle par son nom. Puis un jour, alors que Dale est encore au travail, elle se sent submergée par tout ce qui lui arrive. J'ai senti une migraine m'envahir, comme si ma tête allait exploser de l'intérieur, comme si quelqu'un était en train d'écraser l'intérieur de ma tête. Je lui ai demandé d'arrêter et je suis tombée à genoux en me serrant la tête. Je l'ai supplié d'arrêter et le mal de tête s'est immédiatement envolé. Plus tard, à l'heure du souper, Kathy raconte qu'elle s'est mise à agir de façon étrange et elle croit que c'était Vlad qui s'était emparé de son corps. Vlad me disait qu'il voulait jeter la nourriture sur le sol. Et lorsque je l'ai jetée, Dale m'a tout de suite demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je croyais que c'était Vlad qui channelait à travers moi. Kathy prétend que les tentatives subséquentes de channeling de l'esprit de Vlad ont été moins fructueuses, mais elle en voulait plus. Je voulais avoir un contact physique avec Vlad. Je l'avoue, j'avais toujours été un peu fanatique de Vlad Dracula et j'étais en amour avec lui depuis longtemps. J'avais donc très envie de ce contact. Kathy demande alors à Dale de contacter Vlad et elle lui explique comment faire. Il a fallu beaucoup de temps avant que l'esprit pénètre en Dale. Puis soudain, j'ai remarqué certains changements. Dale bougeait comme ceci. Et il a ensuite tendu les mains. J'ai alors appelé Vlad et il m'a répondu. Je lui ai demandé s'il était bien Vlad et il m'a dit que oui. Après un moment, je lui ai demandé d'ouvrir les yeux. Et il a lentement ouvert les yeux. Puis il a souri. Notre échange a été très bref. Finalement, après cela, je l'ai laissé partir. Dale explique que l'expérience a été comme un rêve à demi conscient. Kathy et Dale poursuivent ainsi leur channeling avec Vlad plusieurs fois par semaine. Avec le temps, nous sommes parvenus à développer nos habiletés de channeling et à entretenir une relation soutenue et très intense avec lui. Même si, historiquement, Vlad a été un meurtrier sadique et féroce, Dale et Kathy disent que la mort atténue généralement la cruauté qui pouvait exister chez le sujet lorsqu'il était vivant. Et qu'à cause de cela, ils n'ont jamais eu peur de l'esprit qui les visitait régulièrement. Au cours d'une entrevue avec nos recherchistes,
Dale va même jusqu'à emprunter la personnalité de Vlad l'Empaleur. Je me sens très bien dans ce corps et je suis heureux de cette relation. À sa façon, elle est très enrichissante pour moi. Je n'avais pas de relation aussi stimulante lorsque j'étais vivant. Kathy et Dale prétendent que c'est grâce à l'esprit de l'ignoble dictateur romain qu'ils ont pu redécorer leur intérieur avec un flair médiéval aussi sûr. Yes, it's like great hole in wall. It's nothing. It's like empty. Ils croient que Vlad constitue une force positive d'amour dans leur vie et ils espèrent ne jamais le perdre. Existe-t-il une explication à l'étrange relation de Kathy et Dale avec Vlad Dracula, l'infâme dictateur de la Valachie, l'impitoyable Empaleur? On est évidemment tenté de voir le channeling comme une simple supercherie. Mais certains y voient un sens profond et des objectifs bien précis. Pour ces gens, il est possible que Vlad entre en contact avec un sujet donné. C'est du fétichisme, un peu comme certains en éprouvent pour les pieds, les chevilles, le caoutchouc ou Dieu sait quoi encore. Les comportements sexuels sont si nombreux et si différents qu'il est très difficile de les classifier. Kathy et Dale se sont adressés à différentes personnes pour vérifier leurs croyances, y compris une astrologue psy. J'ai vu qu'il y avait un esprit derrière Dale, sur sa droite. Cela me semblait être l'esprit d'un guerrier très grand et très menaçant. Je pouvais constamment l'observer pendant que je parlais à Dale, et je me demandais s'ils étaient conscients qu'un personnage aussi dangereux habitait avec eux. Je ne dis pas que cet esprit voulait s'en prendre à qui que ce soit, mais il semblait particulièrement violent. Pas du tout le genre de ceux que les gens veulent contacter, comme des penseurs, des gourous, des médecins ou des vedettes de cinéma. Durant une fraction de seconde, j'ai pu observer des yeux très menaçants et une expression torturée sur son visage. Nancy Mostad a également pu constater la présence de l'esprit de Vlad. Et la première fois qu'elle l'a vu, c'est le soir où Dale et Kathy étaient parmi les invités d'un talk-show télévisé. Ça m'a tellement troublée que j'ai immédiatement éteint le téléviseur. Plus tard, lorsque j'ai rencontré Dale, il a laissé l'esprit de Vlad s'avancer. Il parlait sur un ton posé et il était très intéressant. Mais je sentais aussi autre chose. Je ressentais quelque chose de très étrange et j'ai eu l'impression qu'une énergie particulière sortait de moi. Malheureusement, je ne pouvais rien dire parce que Dale et Kathy semblaient très attachés à lui. 8 ans plus tard, Kathy et Dale sont toujours très heureux de leur relation avec Vlad. Et cela malgré la frustration de ne pouvoir faire authentifier leur expérience commune. Je sais ce que j'ai vu et senti, et ce n'était pas quelque chose qui me semblait très positif. C'était même terrifiant. Je crois que ces pouvoirs qui nous sont encore inexpliqués sont en réalité les pouvoirs que nous avons en chacun de nous de chercher des réponses, de chercher la vérité. Personne ne peut prouver que ce que nous percevons comme étant un esprit n'est pas une simple projection de notre esprit. C'est quelque chose qui demeure inexpliqué. Mais si les esprits existent et qu'ils sont détectables, je crois qu'il s'agit d'un esprit dans ce cas-ci. Nous sommes tous convaincus de nos propres croyances. Pourquoi donc ce couple ne pourrait-il pas être aussi convaincu des expériences qu'il vit comme étant la vérité? Expérience paranormale ou psychodrame, Kathy et Dale n'en sont pas moins satisfaits de leur rapport avec cet esprit. Vlad leur parle à travers Dale et il dit qu'elle a trouvé un nouveau sens à son existence grâce à eux. D'une certaine façon, je leur apporte l'espoir qu'il existe quelque chose de mieux dans l'autre monde. Et je leur donne l'affection à tous les deux. Dale et Kathy croient que l'esprit de Vlad leur apporte l'assurance qu'il existe une autre vie dans l'au-delà et un certain sens de leur immortalité. Il y a aussi ce cas étonnant d'une femme qui boit le sang de ses amis depuis sa tendre enfance, un autre phénomène inexpliqué. Les présumés vampires d'aujourd'hui ne sont évidemment pas immortels. Ils se voient dans les miroirs et ne craignent pas les crucifix.
Plusieurs ont des postes en vue et ont des relations stables et durables. Mais ils ont la distinction d'aimer boire du sang directement à la source. Cette femme s'appelle Katrina Coffin et elle est de ces buveuses de sang. Plus encore, elle conduit un corbillard, elle dort dans un cercueil et elle habite dans une sorte de musée d'horreur qu'elle a elle-même créé. Et elle boit le sang de ses amis depuis qu'elle est enfant. Lorsqu'une de mes amies se coupait accidentellement, je buvais le sang de cette coupure. Les autres enfants en étaient fascinés. Et lorsqu'ils se coupaient à leur tour, ils venaient rapidement me voir pour que je puisse boire le sang directement de leur coupure. Et chaque fois, cela amusait tout le monde. Plus tard, à l'adolescence, elle n'attend plus qu'une de ses amies se blesse pour boire son sang. Elle adopte une attitude plus active. C'en est venu à un point où, plutôt que d'attendre que quelqu'un se coupe accidentellement, mes amis me laissaient les couper avec une lame de rasoir ou un exacto pour boire de leur sang. Elles faisaient même parfois ces coupures elles-mêmes. Aujourd'hui, je les appelle mes donneurs. Ce sont bien des donneurs volontaires, des adultes consentants et non pas des victimes. Je ne ferai jamais ça avec des enfants ou des animaux. Pour Katrina, le vampirisme est une expérience sensuelle qui est agréable pour les deux partenaires. Mais lorsqu'aucun de ses donneurs n'est disponible, elle doit à l'occasion étancher sa soif en buvant son propre sang. Le sang doit être chaud, fluide et vivant. Il faut donc que le sang provienne directement de la coupure. Je ne cueille jamais le sang avec une seringue pour le transférer dans un verre parce qu'au contact de l'air, il se refroidirait et il coagulerait et il serait tout simplement imbuvable. Même si Katrina habite sous le chaud soleil du sud de la Californie, elle ne visite jamais les plages de l'endroit. Elle préfère éviter le soleil en passant ses journées entières à dormir dans son cercueil. Je n'aime pas le soleil. Je préfère les squelettes et les cercueils. Et j'adore le sang. J'aime aussi la nuit. Je ne suis pas une personne satanique qui adore le démon et qui rôde la nuit pour tuer des gens. J'essaie seulement d'expliquer aux gens le vrai sens du vampirisme. Sait-on réellement ce que sont les vampires d'aujourd'hui? Sont-ils une représentation des travers obscurs et inexplorés de notre nature humaine ou quelque chose de plus troublant encore? Nous n'avons aucune preuve qu'il existe de véritables vampires. On ne voit pas de morts ressuscités qui se promènent en attaquant les gens et qui boivent leur sang. Nous voyons plutôt des gens qui ont graduellement emprunté cette personnalité de vampire. Chose intéressante, ces gens adoptent l'image du Dracula de la littérature et non celui du folklore historique roumain. Essentiellement, cette communauté de vampires modernes emprunte une image fictive du XIXe siècle. Il y a beaucoup de tabous importants dans notre société moderne. Et un de ces tabous est qu'aujourd'hui, on ne boit plus de sang. Cela serait perçu comme étant antisocial. Parce que pour boire du sang, il faut que ce sang provienne de quelqu'un. Et on ne prend pas le sang des gens ainsi. Qu'il s'agisse de donneurs consentants ou non, on ne peut pas prendre le sang d'un être humain. Seuls des parasites agiraient de la sorte. Mais le vampire prédateur ne veut pas que du sang. Il est aussi à la recherche de pouvoir. Cette fascination et ce désir de devenir un vampire est directement relié à une certaine forme de soif de pouvoir, un véritable besoin de pouvoir, non pas le pouvoir de l'argent ou celui de la science, mais celui de la magie. Ce mélange de pouvoir, de jeunesse et de magie rend les vampires aussi séduisants que terrifiants. C'est une question d'image de soi, parce qu'on ne s'intéresse pas réellement aux morts vivants. Les êtres vivants préfèrent plutôt parler d'eux-mêmes et de leurs besoins, et ce, en utilisant parfois des procédés plus exotiques. Certains ont donc recours à ces images de vampires pour arriver à s'exprimer plus librement. Grâce à ces images, ils expriment leur désir d'immortalité et de jeunesse éternelle.
Nous savons que les vampires aimeraient vivre éternellement et qu'ils espèrent y arriver en buvant le sang de belles jeunes anglaises. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Sinon, je ne vois pas pourquoi on aurait envie de devenir vampire. Vendre son âme en échange d'une vie éternelle constitue un pacte irrévocable avec le diable. Un pacte qui intéresse bien peu de gens. Évidemment, si on veut prendre des risques avec sa vie éternelle, on marchande avec le diable. On ne peut pas savoir clairement ce que le diable veut faire de nous. Mais selon nos croyances religieuses, si on vend son âme au diable, on est perdu pour toujours. Les tabous qui prévalaient en Angleterre à l'époque victorienne ont très peu d'impact réel sur les mœurs nord-américaines d'aujourd'hui. Les gens préfèrent maintenant vivre librement leurs fantasmes et leurs fétiches vampiriques par des procédés qu'on n'aurait jamais pu imaginer à l'époque de Bram Stoker. La puissance, le magnétisme et la liberté symbolisés par le vampirisme ne peuvent être acquis qu'à un prix très élevé. Depuis des siècles, l'humanité est fascinée par ces étranges créatures nocturnes. Pour la plupart d'entre nous, les vampires sont captivants parce qu'ils nous conduisent directement vers les visages les plus obscurs de notre âme.